est dans des temporalités, on l'a vu avec le SCOT, qui sont à la fois longues pour de l'action politique, puisqu'elles dépassent largement le cadre d'un mandat, et en même temps courtes à l'échelle de ce dont on va parler, puisqu'on va parler des sols. Avec les sols, on est sur un sujet qui nous emmène dans une temporalité qui n'a rien à voir. Le temps de constitution naturelle d'un sol, c'est plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années pour faire 1 centimètre de sol. C'est ce qu'on appelle la pédogenèse, la constitution des sols. Ça nous invite aussi, rien que savoir ce fait-là, à se dire qu'on a affaire à un patrimoine avec les sols, et à quelque chose qui est d'ailleurs à la racine de notre patrimoine agricole, sylvicole, paysager. Le SCOT, c'est un document où on matérialise l'usage des sols, mais voilà. Est-ce qu'on sait bien de quoi on parle ? Toute notre culture, hein, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais c'est comme les sols, c'est sous nous, c'est à l'intérieur de nous, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Toute notre culture nous pousse à oublier les sols, et d'ailleurs exister, hein, le verbe exister, ça veut dire existere, c'est-à-dire se tenir hors des sols. Voilà. On a, c'est pour le dire collectivement, on a collectivement un préjugé défavorable. Pourquoi ce sujet aujourd'hui devient, il monte irrésistiblement aussi, il devient un peu crispant et puis en même temps central, c'est parce qu'il articule toutes les autres transitions. Hein. C'est-à-dire que dans les sols, vous avez des fonctions écologiques qui sont remplies, et elles sont, alors, au nombre de 4 ou 6 selon la science, 4 selon la loi climat et résilience, qui n'en retient que 4 principales, qui suffisent largement. La séquestration de carbone, une fonction climatique, le support de biodiversité, donc le fait d'accueillir et de permettre l'habitat de la biodiversité, une fonction hydrique aussi, évidemment, d'infiltration, de réserve de l'eau, etc. Et puis une fonction agronomique qu'on connaît bien, hein, ça crée de la biomasse, et voilà. Et puis, il crée aussi tout un tas de services. Et c'est pas étonnant avec le préjugé que je viens d'aborder, et bien que nous, humains, on se soit, pendant des siècles, et puis surtout depuis la révolution industrielle, plutôt préoccupés des services qui sont moins relatifs à ce qu'il y a dessous, quoi. Mais plus à ce que ça permet, à ce qui peut être remonté, donc aux services, bien sûr, qui permettent agronomiques, de fournisseurs de ressources aussi, et puis de supports de construction. Donc on a eu ce rapport au sol qui nous a poussé à sortir de leur réalité et à aller vers de l'abstraction. Quand on parle d'usage des sols, on parle généralement pas de sol en fait, hein. Maintenant on commence à le sentir, on commence à le comprendre, on parle de foncier. Ça veut dire quoi foncier en notariat, etc. Ça veut dire un bien fond, c'est-à-dire un actif, un truc qu'on s'échange, qui est créateur de valeur économique, on sait, qui a une réalité plus de l'ordre d'un actif et donc un peu immatériel. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces sujets-là sont en train de refaire surface et pourquoi on s'y reconnecte? Alors en grande partie, évidemment, à cause du dérèglement climatique, mais aussi de notre exposition au risque, de tout un certain nombre de sujets et aussi d'enjeux de souveraineté. 95% de l'alimentation des humains dépend de nos sols. Même la question du carbone dépend de nos sols. Il y a 2 à 3 fois la quantité de carbone dans les sols qu'il y a dans l'atmosphère. Et toutes les stratégies énergie-climat dont vous entendez parler au niveau national ou qui existent au niveau européen, quand par exemple on se dit qu'on va être neutre en carbone en 2050 au niveau européen, ça repose sur des plans nationaux. Et par exemple, ils reposent presque tous sur une modélisation de la capacité de séquestration de carbone par les sols. Et généralement, c'est pas bon signe parce qu'en fait, c'est assez surévalué. Carbone, alimentation, biodiversité aussi. Il y a encore quelques années, on pensait que c'était entre 25% et un tiers de la biodiversité du monde qui était dans les sols. Quand je dis dans les sols, c'est dessous, vraiment. Et en réalité, depuis 4-5 ans, il y a de nouveaux consensus scientifiques, on est plutôt autour de 60%. Et on parle de choses, y compris ce dont dépend notre santé, puisque 99% des antibiotiques reposent sur des bactéries que vous trouvez dans le sol. Bien sûr, l'eau, je l'ai cité, l'IPBES, qui est une sorte de GIEC pour la biodiversité, l'ONU, nous explique qu'en fait, c'est le meilleur levier de travailler sur les sols, non pas seulement pour atténuer, mais pour s'adapter, mais c'est le meilleur levier pour stopper le réchauffement climatique, c'est celui qui a le meilleur rapport coût-efficacité. C'est-à-dire que la sobriété foncière, c'est le truc le moins coûteux pour travailler contre le dérèglement climatique. Dans le débat, et puis pour peu qu'on n'ait pas trop suivi, on a vu arriver cet acronyme qui en plus est affreux, hein. Enfin moi je le pense aussi, ZAN, quoi, zéro artificialisation nette, qui a crispé beaucoup.
Mais voilà, il y a eu aussi beaucoup de discours disant ah bah, c'est nouveau, on nous prend de court, laissons-nous le temps. Je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de notre usage des sols. L'aménagement du territoire, il est né avec ce principe-là, avec l'idée qu'on allait avoir une gestion économe de l'espace. La DATAR, elle est née avec une mission qui s'appelait la mission Racine, où on organisait des stations balnéaires sur la côte languedocienne pour pouvoir préserver des fenêtres vertes et justement préserver des grandes fenêtres de nature restaurées et renaturées, là où c'était des marais, là, le long de la côte languedocienne. On a développé des politiques publiques entières, comme celle des villes nouvelles, avec l'objectif de gestion rationnelle de l'espace et de préservation de fenêtres vertes entre les métropoles et ces villes nouvelles. Alors, dans cette histoire-là, on a progressé, et puis en l'an 2000, il y a eu cette loi qui est plus connue pour ses objectifs de logements sociaux, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, mais qui introduisait des dispositifs disant justement, bon, ben voilà, ces 50 dernières années, au fond, on avait ce principe de gestion économe de l'espace, mais il n'était pas dans la loi, donc on l'inscrit dans la loi, donc gestion économe de l'espace, c'est un des objectifs obligatoires des PLU. Bon, pas d'effet notable sur la consommation foncière, sur la consommation d'espace, et donc en 2014, la loi Allure dit, qui est connue elle aussi plutôt pour d'autres sujets, mais dit, bon, bah, la gestion économe de l'espace, d'accord, mais bon, puisque ça n'a pas marché, on va mettre des objectifs chiffrés cette fois-ci dans les SCOT qui sont obligatoires, et on va faciliter la densification. Bon, bah, pas d'effet non plus. Voilà, donc c'est quand même l'histoire d'un échec répété. Donc voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que il se passe une progression assez continue de l'artificialisation en France, partout en Europe d'ailleurs. L'historique, il est là, en fait. L'historique, il est là. Et alors on pourrait se dire, oui, bah, c'est pour accompagner, comme toujours, et comme on le disait, comme dans les 30 Glorieuses, la croissance économique ou la croissance démographique. Et ben, quand on ramène ça à la croissance démographique, on voit que il y a un découplage assez complet entre la croissance des surfaces qu'on artificialise et puis la croissance de la population. Là-dessus, on est champion d'Europe de consommation par habitant. On va 4 fois plus vite en moyenne que notre démographie. Ce panorama explique un petit peu l'agenda du zéro artificialisation net. Qui dit quoi? Qui dit on doit faire un petit effort de réduction un peu global du rythme d'ici, enfin gros effort de réduction du rythme d'ici 2031, et puis on doit être neutre comme sur le carbone, neutre en 2050. Évidemment, le gros manque de cette loi et qui suscite tant de débats, c'est qu'effectivement, elle ne prévoit pas du tout des moyens en matière d'ingénierie, de compétences et un modèle économique à la hauteur aujourd'hui de la révolution qu'elle demande. Sur le modèle économique, il y a des leviers fiscaux, il y a des leviers budgétaires qui ont complètement manqué sur le zéro artificialisation net, qui va être un gros facteur de destruction de valeur ou de création de valeur à d'autres endroits, mais en tout cas de changement de valeur liées au foncier, et qui va mettre au défi aussi les collectivités d'aller sur des projets qui effectivement... quand vous êtes sur un projet en centre-bourg ou en centre-ville, si en plus on a un site patrimonial remarquable, mais bon, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, vous êtes au-dessus de 2500, 3500 euros du mètre carré, avec un marché derrière qui est à 1000 peut-être. Je parle pas des chiffres d'ici, mais en moyenne, dans les villes moyennes, Action Cœur de Ville, c'était ça. Où est-ce que vous trouvez les 2000 euros et 2500 euros manquants? Donc effectivement, la réponse à ça, moi je partage ça, elle n'a pas du tout été fournie de manière suffisante. Maintenant que j'ai dit ça, je tempère juste un tout petit peu. Il y a un CAUE, donc vous savez, c'est l'outil départemental sur architecture, urbanisme et environnement, qui en 2008, dans la Moselle, avait fait une étude sur les coûts à long terme de projets en centre-bourg ou en périurbanisation, en intégrant aussi ce qui pèse sur les budgets de fonctionnement, c'est-à-dire réseau, voirie, équipement public. On s'aperçoit quand même que dans le modèle économique dont on parle, il faut peut-être se projeter à long terme et intégrer ça au moment où on fait le choix, quoi. Et c'est vrai que souvent, on ne le fait pas ou peu. On intègre les investissements de la collectivité au moment où on fait l'opération, quoi, vis-à-vis du promoteur ou de l'aménageur. On ne ramène pas dans le bilan économique initial
voilà l'ensemble des coûts cachés que va occasionner toute opération, mais qui ne sont pas les mêmes selon où elle se situe. Donc ça aussi, ça nous invite, en fait, toute cette nouvelle contrainte, elle nous invite à réexaminer un petit peu les véritables coûts des projets. Alors, sur l'agriculture et le foncier agricole et la taille des exploitations aussi, on a des outils qui traitent du foncier agricole. C'est les mêmes outils qui avaient accompagné le remembrement. Et donc, du coup, on n'a pas beaucoup les outils de portage du foncier dédiés à autre chose. Il faut que les territoires commencent à se doter. Il y en a qui en possèdent, ils ont de la chance, hein, mais des sortes d'établissements publics gestionnaires d'espaces agricoles, forestiers et naturels. Mais en fait, on sent que c'est difficile parce que déjà, tous les territoires ne sont pas couverts par un établissement public foncier, local ou d'État qui permet de faire ce portage-là sur la vocation urbaine ou d'aménagement. Et encore, pas de très long terme, hein. C'est 3-5 ans, un établissement public foncier que ça porte pour une collectivité en moyenne. Celles qui en sont dotées, elles commencent à avoir de l'argent de la Caisse des dépôts ou autre pour réfléchir à du portage foncier justement très long terme, c'est-à-dire pour aller au-delà de 5 ans. Mais l'étape suivante, en fait, c'est celle que vous citez. Il faudra que les territoires trouvent le moyen de se doter des outils fonciers qui vont aussi absorber tout ce foncier qui n'est pas urbanisable et qui ne sera pas urbanisé. Parce que je suis d'accord avec vous, on ne l'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, mais on est dans un régime de concentration foncière dans l'agricole qui est au moins aussi important, sinon plus que dans l'urbain. Comment être attractif ? Ce bilan de Scott, je trouve, il témoigne de ça. C'est qu'il nous donne, moi en tout cas la question qu'il me fait poser, c'est est-ce que le sujet c'est d'être attractif ou est-ce que c'est d'être habitable, quoi. Je veux dire par là qu'il y a une décorrélation à opérer entre trois choses, entre la croissance économique, la consommation de foncier et puis la démographie. J'illustre un tout petit peu, je me permets aussi, comme j'avais quelques petits éléments. J'ai quelques chiffres là, plus d'un cinquième des communes de France ont perdu des ménages tout en consommant du foncier. Et à l'autre extrême, j'en ai 435 qui ont pas artificialisé 1 hectare en 15 ans. Parmi celles-ci, la majorité ont gagné des habitants ou des emplois. Tout ça, c'est pas des règles, mais ça nous donne une vue déjà sur le fait que ces corrélations, elles sont pas mathématiques, quoi. On peut aussi gagner des habitants et des emplois, c'est le cas de la majorité de celles qui ont consommé zéro. Sur ce prisme-là de l'attractivité, je pense qu'il faut faire attention à décorréler tout. On peut attirer des emplois parfois dans l'enveloppe existante, on peut perdre des habitants en consommant, c'est la manière dont on le fait qui va être plus déterminante. Parmi les premières étapes des nouvelles équipes pour moi, il y a aller voir très rapidement les EPCI voisins et surtout différents, enfin les métropoles si on n'est pas une métropole, etc. Et discuter d'impact foncier qui est aussi impact fiscal. Si on veut que les relations s'organisent positivement entre des territoires qui auraient des besoins externalisés sur d'autres ou des territoires qui diraient bah oui, moi je peux faire un effort d'accueil de mesures de renaturation, de compensation, mais en échange d'autres choses. Il y a une logique d'outillage, à mon avis, entre métropole et EPCI voisins à reprendre. Et la deuxième chose, c'est de passer par une étape de connaissance fine de son foncier et de ses potentiels, de ses différents potentiels, et éventuellement d'ailleurs de savoir se doter d'outils ou fiscaux ou juridiques qui permettent d'être un peu plus coercitifs, un peu plus en maîtrise de son propre foncier. Et la troisième étape importante pour moi, c'est d'embarquer sa population. Ça aussi, ce que j'ai pu observer, c'est que à chaque fois que c'est fait, à chaque fois que... J'ai en tête un cas, le maire de Puy-Saint-André, il a fait des ateliers avec tous ses habitants pour la modif de son PLU. Alors c'est petit, donc en leur proposant à chaque fois 3 trajectoires de consommation foncière. Et en fait, à l'issue de ça, il est passé de 14 hectares en zone AU à 4 hectares en zone AU, en consensus total, puisqu'il y a eu les habitants de bout en bout. Donc ça, vraiment, à mon avis aussi, c'est faire...
faire ce pas-là, de les mettre dès le début du mandat sur des possibilités prospectives et les associer au choix sur le foncier, à mon avis, c'est l'autre, on va dire, étape immédiate que je conseillerais modestement, parce que moi-même, je ne me suis pas élu. Donc, voilà. Merci.